Ravi de vous retrouver, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité, en ce 23 avril 2020. J'espère que vous allez bien, que vous vivez sereinement cette nouvelle lune qui s'est formée dans le signe du Taureau en compagnie d'Uranus. Donc on a eu cette conjonction Soleil, Lune, Uranus. La Lune poursuit sa course dans le signe du Taureau et on va avoir cette conjonction parfaite d'ici quelques heures du Soleil à Uranus. Donc j'espère que ça va vous apporter et ça va nous apporter à tous des bienfaits du changement positif, du renouveau. Vous savez qu'Uranus est la planète de la liberté, du renouveau, du changement qui peut être positif. Alors on sait pertinemment que Uranus, qui n'est pas à son aise dans le signe du Taureau, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Surtout quand on a Saturne et Mars qui sont stationnés dans le signe du Verseau, qui est gouverné justement par Uranus, mais on a cette dissonance abrupte, donc qui vient créer justement, qui vient dévoyer les valeurs uraniennes d'indépendance, de liberté, et qui viennent transformer Uranus en planète délurée, en une planète virevoltante, une planète électrisante, donc qui peut nous rendre nerveux et nerveuses tout ce temps qu'on est. Tout dépend bien sûr de l'architecture de votre thème, et qui peut créer des esclandres, et on l'avait annoncé, hein, qui peut créer des tensions assez importantes sur le plan sociétal. Et d'ailleurs, si vous jetez un coup d'œil à l'actualité, vous verrez qu'il y a eu depuis ce samedi des échauffourées, un début d'émeute dans les quartiers dits sensibles, en région parisienne, mais également du côté de Strasbourg, à cause d'un forfait, en tout cas d'un... Il y a eu un jeune homme qui s'est livré à un rodéo sur une moto sans casque en plein confinement. Il a été appréhendé d'une manière, on va dire, peu académique de la part des policiers avec la voiture. Donc il a été percuté apparemment. Et donc il a terminé à l'hôpital avec une jambe en piteux état, hein. J'ai vu quelques images, c'est pas beau à voir. Et donc on a un début de quelque chose. Alors pour le moment c'est pas très médiatisé il me semble. Je n'ai pas la télé, donc là c'est vous qui me direz si ça a été repris, s'ils en font tout un... Parce que c'est toujours comme ça, hein, de toute façon, si c'est pas repris dans les médias, bon bah ça restera un fait divers quelque part. Mais ça peut être catalysé justement par ce gouvernement qui sait qu'au sortir de cette crise, entre guillemets, ce confinement, ce déconfinement, ben, il y a de nombreux Français qui vont commencer à lui montrer les dents, à montrer, à devoir, à demander des comptes, hein. C'est déjà le cas. Il y a les services de renseignement d'ailleurs qui sont sur le pied de guerre, hein, qui sont au parfum, hein, qui savent qu'il y a de nombreux Français qui sont en colère, hein. C'est pas parce que tout le monde est confiné que cette colère s'est tarie. En réalité, elle n'a pas faibli et je dirais qu'elle a même augmenté. Là, on retrouve bien Mars, la planète de la guerre, la colère, et elle culmine. En ce moment, Mars culmine au milieu du ciel dans le signe du Verseau. Donc le signe du Verseau est en rapport avec notre milieu du ciel, hein, puisque la France de la Ve République, vous le savez, a été fondée le 28 septembre 1958 à 22 heures. En tout cas, c'est avec ce thème que je travaille. Et effectivement, on retrouve bien ce milieu du ciel dans le signe du Verseau, donc le milieu du ciel qui correspond à la vie publique, hein. La vie publique, et là on retrouve aussi chez le Verseau la fraternité, c'est un signe fraternel, c'est le signe de l'universalité, de la fraternité, de l'égalité aussi, mais avec ces dissonances, voilà, on peut retrouver justement une fracture plutôt qu'une fraternité. On a pu ce vivre ensemble qu'on avait dans les années 98 justement. 98, les années 2000, on retrouvait justement Uranus et Neptune qui étaient culminants en Verseau. Donc on est dans cette situation et c'est pour ça que je vous propose un thème plus, on va dire, sympathique, plus agréable. Donc justement, vous avez cette photo et je vais vous parler des restaurants fantômes. Ou du moins, je vais commencer par donner la parole à un grand chef. Mais vous allez voir que ce n'est pas un chef cuisinier. Par contre, c'est un grand chef dans sa spécialité. Donc tendez bien l'oreille, vous allez voir qu'il va vous parler de concept de restaurant fantôme et je vous en dirai un petit peu plus sur ce concept puisque vous allez voir, lui il vous en parle d'une manière assez spécifique et je pense que ça vous en dira beaucoup justement sur notre actualité et ça vous donnera aussi des éléments plutôt positifs pour voilà, appréhender l'avenir sereinement, en tout cas l'avenir proche plutôt sereinement. Raoult, où en est-on dans l'évolution de l'épidémie à Marseille? Pensez-vous qu'elle va se poursuivre dans les prochaines semaines? Nous, les données, moi je vous confirme les données que nous avons, hein, c'est-à-dire que on a une diminution maintenant constante du nombre de cas diagnostiqués, mais aussi du nombre de cas hospitalisés en réanimation.
le nombre de morts sera un peu plus long parce que les gens meurent souvent plus d'un mois après avoir été infectés, donc tout ça n'a pas exactement le même rythme. On a les mêmes données dans la région PACA, plus ou moins décalées, on a les mêmes données en France, on a les mêmes données dans la plupart des pays d'Europe, on a les mêmes données en Amérique du Nord, donc on est sur une vague descendante. Encore une fois, moi je ne prédis pas l'avenir. Si les choses continuent comme ça, on a bien l'impression que ce qui était une des possibilités de cette maladie, c'est-à-dire une maladie saisonnière, est en train de se réaliser et qu'il est possible que d'ici un mois, il n'y ait plus de cas du tout dans la plupart des pays tempérés. Donc c'est possible, c'est une des possibilités qui n'est pas négligeable et qui va amener à une vraie réflexion, qui est une réflexion de fond, qui suscite des débats d'une intensité et d'une violence que je n'ai jamais soupçonné. Et pas ici, mais dans le monde, on a des réactions très très violentes, hein, qui montrent que l'arrivée d'une maladie nouvelle aiguë est quelque chose à quoi l'ensemble des pays riches n'est pas prête. C'est-à-dire que quand on voit une maladie comme celle-là, le temps qu'il faut pour traiter ça est très court. Et si on commence à faire des études qui se terminent ici, quand il n'y a plus de maladie, ça veut dire qu'on ne peut pas lutter contre la maladie du tout. Donc là, la question, c'était, est-ce qu'on doit traiter cette maladie ou est-ce qu'on doit faire des essais? Et donc nous, on a fait le choix de traiter la maladie, on a eu des réactions d'une violence inouïe, mais on n'avait pas le choix. Si on voulait traiter cette maladie, il fallait prendre ce qui était disponible, ce qui était logique, c'est-à-dire des médicaments qui montrent contre le virus, qui marchent contre le virus, qui sont les médicaments les plus utilisés du monde, les moins dangereux du monde. Et ça a levé des grandes folies de trouver que le médicament le plus prescrit de l'histoire de l'humanité était un médicament dangereux. On sait d'où ça sort, hein, une étude qui a été faite sur 1 million de personnes qui prennent ça pour une polyarthrite rhumatoïde, où il n'y a pas d'inconvénient, sauf après 2 ou 3 ans, les gens commencent à avoir des problèmes oculaires, mais pendant 10 jours, c'est inimaginable. L'azithromycine, c'est le traitement le plus utilisé au monde comme antibiotique dans les infections respiratoires. Tout ça de prendre deux médicaments aussi simples que ça pour traiter quelque chose qui est une pneumonie, ça tombe sous le sens. Sauf si on ne veut pas les traiter en attendant d'avoir des essais pour voir si on peut avoir des molécules. Et c'est très intéressant parce que la première qui a été utilisée, l'opinavir, on a vu très vite que ça ne servait à rien du tout. Donc c'est une des branches de l'essai qui avait été fait en Europe. Quant à l'autre, la remdesivir, elle n'est pas manufacturée, c'est-à-dire elle est très très toxique. Donc de toute manière, elle n'aura pas sa place dans une maladie comme ça, dans 90% des cas qui sont des pneumopathies habituelles. Et donc on finit par se demander si ce n'est pas un médicament virtuel, comme vous savez qu'il y avait un restaurant à Londres qui n'existait pas, et des farceurs ont commencé à cliquer sur TripAdvisor, et au bout de 6 mois, c'est devenu le restaurant numéro 1 de tout Londres. Donc ça veut dire qu'on peut faire croire à toute la population londonienne que le meilleur restaurant est simplement un restaurant qui n'existe pas. Donc il faut se faire attention à l'information, son traitement. Je ne crois pas que là, pour le remdesivir, soit des farceurs. Je pense qu'il y a des milliards qui se sont échangés autour de l'action de Gilead. Au fur et à mesure qu'on disait que ça allait marcher ou que ça n'allait pas marcher, il y avait des hauts et des bas qui portent sur des milliards, si vous voulez, sur un médicament dont la chance qu'on l'utilise dans une maladie de cette nature-là est extrêmement faible, d'autant que la partie dangereuse de la maladie est une partie qui n'est plus virologique, mais essentiellement une partie immunologique, de réponse de l'autre, qui est trop violente et qui explique ça. Donc il y a une vraie question là, mais en tout cas, cette cinétique, si elle se confirme, montrera que où il fallait commencer à décider de traiter comme une pneumonie avec les médicaments dont on sait qu'ils sont sûrs et qu'ils marchent au laboratoire contre ces virus, qui était le bon sens, où on décidait qu'on ne traitait pas en attendant des résultats d'essais qui arriveront après la bataille. Donc c'est une vraie question, et d'ailleurs, il y a eu beaucoup moins de critiques sur l'essai qui a été publié sur le remdesivir, qui est un traité qui est à simple branche, qui n'est comparé à rien du tout, et qui a été publié dans le New England Journal of Medicine, et tout le monde dit, regardez, vous voyez, ça marche, alors qu'on rapporte 60% d'effets secondaires, avec un médicament qui est effectivement très mal toléré. Donc il y a une vraie question, c'est est-ce que les pays, et c'est pas nous, tous les pays riches et tous les pays développés ont eu des succès beaucoup moins importants que les pays pauvres,
qui eux, assez raisonnablement, ont choisi de traiter ça comme une pneumonie avec des médicaments banals et qui ne coûtaient rien, et qui ont du coup des mortalités beaucoup plus faibles. Et dans les 15 pays qui ont la plus forte mortalité, ça n'est que des pays riches. Donc c'est-à-dire qu'il y a une déconnexion actuellement entre la richesse et la capacité à répondre à des situations de cet ordre-là. Moi, peut-être que j'ai été capable d'y répondre parce que je suis en partie africain, et donc c'est une partie de mes origines qui me laisse l'idée qu'on doit traiter les maladies infectieuses. Vous venez de prendre connaissance de cet extrait d'interview qui a été posté sur YouTube le 21 avril dernier. Donc les interventions du professeur Raoult sont toujours très intéressantes à écouter. Là, je vous en ai mis vraiment qu'un court extrait par rapport à notre thème du jour, mais vous pourrez bien entendu la retrouver en intégralité par vous-même, où je mettrai de toute façon le lien dans la partie description. Et donc j'ai trouvé intéressant qu'en synchronicité avec le transit du Soleil dans le signe du Taureau, à un jour près, un jour et demi environ, donc on retrouve cet exemple qui est pris par le professeur Raoult pour démontrer cette déconnexion par rapport à l'information. Et comment, avec Internet, on peut créer une réalité complètement alternative, faire croire qu'un restaurant est bankable, c'est le meilleur du monde, juste avec Internet, alors que ce restaurant-là n'existe pas du tout. Et donc tout ça, cet argumentaire qui emploie la sémantique liée à la restauration, donc là vous voyez, c'est en rapport avec le taureau, et puis c'est aussi en rapport avec tout ce que l'on explique depuis le début, cette réalité alternative. Donc là, forcément, c'est toujours intéressant d'avoir une telle sommité, vous voyez, qui abonde finalement dans notre sens à nous. Là où ça devient encore plus intéressant, et c'est là où on retrouve l'ambivalence d'Uranus, c'est-à-dire qu'on a à la fois ce côté virtuel et à la fois du réel, c'est qu'on a bien un concept de restaurant fantôme qui existe. Puisque là, vous avez le nom d'ailleurs anglais, souvent les concepts sont souvent labellisés par des noms anglo-saxons, donc Dark Kitchen. C'est vrai qu'en cette période de confinement, on pourrait très facilement donner ce label de restaurant fantôme à tous les établissements, finalement, puisqu'il n'y a ni clients, ni personnel de la restauration, puisque tous sont à la maison avec justement ce confinement. Et vous avez éventuellement les responsables, hein, les chefs d'établissement, les managers qui doivent passer de temps en temps pour vérifier que tout est en ordre, pour faire un peu de comptabilité ou pour gérer deux, trois affaires. Mais sinon, vous avez ces restaurants effectivement qui ne reçoivent plus du public. Donc là, on a encore une fois, vous voyez, une autre réalité. Donc là, on parle bien du restaurant fantôme, mais sinon, vous avez bien cette montée en puissance dont on vous parle, de la livraison de repas, donc qui a donné naissance à ce concept. Donc on vous explique qu'il est entièrement nouveau, alors qu'en réalité, c'est un prolongement, c'est une extension de ce qui existait déjà, avec ce concept peut-être un petit peu plus en synergie avec les applications, je dirais, hein. C'est un petit peu comme ça, on vous parle justement de ce nombre de consommateurs qui commandent leurs repas en utilisant des applications de livraison tierces, puisque ces restaurants qui ne font que de la livraison utilisent donc les services de livraison Uber Eats, Deliveroo. Vous avez vu ces personnes qui pédalent, qui sont avec des vélos et qui livrent les repas. Peut-être vous avez vous-même fait appel à ce type de service, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal de voir des gens à vélo. Ça leur permet de se maintenir en forme. Alors après, par contre, il faut voir à combien ils sont payés, hein. Ils sont payés à coups de lance-pierre, mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Si on rentre un petit peu plus dans le concept, hein, on vous explique que les restaurants fantômes intelligents et les cuisines virtuelles dans le cloud font tous référence à la même idée, un restaurant qui vend des repas exclusivement par des réseaux de livraison. Plutôt que de cuisiner et que les gens mangent dans les restaurants, les cuisines dans le cloud cuisinent uniquement pour la livraison. Les repas qui y sont préparés ne peuvent être consommés qu'ailleurs. Alors il est très facile d'imaginer que durant cette période de confinement, ce type de concept qui avait déjà le vent en poupe a dû exploser son chiffre d'affaires, contrairement justement aux restaurants traditionnels. Et là on retrouve bien, vous voyez, Saturne, Uranus, donc ils sont en train de péricliter, puisque vous en avez une bonne part qui vont mettre la clé sous la porte. Donc vous voyez comment ce coronavirus aussi nous amène progressivement à une économie de plus en plus numérisée, où on a cette distanciation sociale qui se crée à tout bout de champ finalement. Si on prend l'amour, on a déjà traité cette question-là, puisque le taureau c'est aussi le signe qui est lié à l'amour. D'ailleurs on a Vénus en ce moment, maître du taureau, qui est dans le signe du Gémeaux. Et donc on a bien cette distanciation sociale qui a fait que de nombreuses personnes se sont retrouvées sur des applications, sur Internet, alors qu'ils n'avaient pas l'habitude d'aller sur Internet et sur les applications. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont réfractaires à Internet, mais là, en se retrouvant seul, vraiment seul, on se dit peut-être que Internet, ça peut être une solution, vous voyez, un petit peu comment on nous amène vers ça. Alors on a parlé la dernière fois également de l'argent
numérisé, donc c'est quelque chose qu'on a anticipé déjà depuis un bon moment. Mais là, vous voyez comment progressivement, subrepticement, comment on vous amène aussi avec ce coronavirus, avec ces précautions sanitaires, vous avez cet affichage un petit peu partout dans les centres commerciaux. On vous invite pour le moment, c'est suggéré donc d'utiliser plutôt le sans contact, la monnaie numérisée, en tout cas la carte bleue, au détriment de la monnaie donc matérielle, la monnaie physique. Hein, les billets justement qui seraient censés porter des germes et des virus. Et vous avez d'ailleurs des commerçants hein, qui n'acceptent plus aujourd'hui. Certains, en tout cas, normalement, c'est illégal, mais vous voyez, on arrive progressivement vers cette situation-là. Donc là, on retrouve bien, vous voyez, encore une fois, la planète de la monnaie, Vénus, maître du taureau, le signe de l'économie réelle, donc qui régit à la fois la balance, mais qui régit aussi le taureau. Hein. Donc Vénus, la planète, on l'a déjà vu dans nos précédentes chroniques, hein, qui régit entre autres la monnaie. Donc là, on retrouve bien, vous voyez, cette distanciation sociale qui se fait à plusieurs niveaux. Et on retrouve également en parallèle, hein, vous l'avez vu, depuis l'avènement d'Uranus, on l'a déjà dit hein, dans de précédentes chroniques, on a également des robots également qui sont en train de se substituer progressivement. Alors pour le moment, c'est les pizzaiolos. On a vu qu'il y a quelques pizzerias virtuelles, j'allais dire, plutôt robotisées. Hein. Vous avez un distributeur hein, de pizzeria qui vous fait cuire votre pizza et vous avez également des robots hein, qui remplacent les cuisiniers. Donc là, on retrouve bien aussi la matérialisation avec le taureau, donc qui est gouverné par Vénus, la planète des formes, qui est en train de mettre en forme progressivement, tout doucement, Uranus, donc qui est la planète des nouvelles technologies. Et donc ça va encore s'accélérer avec les astres hein, qui vont progresser dans le signe du Verseau. On va avoir, bien sûr, on a Saturne qui va revenir, cette fois-ci escorté de Jupiter à la fin de l'année, donc à la mi-décembre 2020, et puis ensuite on aura Pluton, on aura ce grand boom encore plus spectaculaire. Donc ça veut dire qu'il y a de nombreux chefs d'entreprise, de nombreux restaurateurs qui sont en train de se poser la question. Alors là, vous allez avoir une disparité entre ceux qui ont compris qu'il fallait diversifier son activité et que probablement il fallait aussi se mettre donc, sur ces plateformes-là, qu'il fallait créer une filière où il fallait faire de la distribution donc, de repas par cet intermédiaire-là pour diversifier, pour au cas où justement il y a une nouvelle vague de coronavirus ou une autre épidémie ou une autre catastrophe, voilà, qui ne se retrouvent pas sans revenus, qui ne se retrouvent pas sans activité. Et puis vous en avez d'autres qui peut-être vont se dire, bon ben finalement, il y a c'est un mauvais moment qui est passé, donc on essaye de se redresser, et puis finalement, bon ben ils vont s'y remettre, hein, ils vont rester dans leur forme traditionnelle, et à un moment donné, si d'aventure il y avait encore un autre forfait de cet acabit-là, eh ben, ils mettraient cette fois-ci définitivement la clé sous la porte. Donc vous avez vu aussi, c'est une opération savamment orchestrée aussi par les grands, la finance internationale, hein, donc qui fait couler l'économie aussi pour ensuite après racheter tout à bas prix. Hein, les hôtels, les restaurants en fait, hein, c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses, et également les maisons, puisque vous allez voir qu'il y a aussi de nombreuses personnes qui vont mettre en vente hein, leurs biens, notamment dans les villes, puisqu'ils vont anticiper sur une éventuelle vague et ils vont se dire, moi je vais à la campagne. Vous voyez là, peut-être que c'était un rêve que certains caressaient, peut-être de changer de région, de quitter les grandes agglomérations pour se retrouver à la campagne, surtout ceux qui ont déjà la possibilité, ceux qui ont déjà un pied-à-terre par exemple. Donc là, ils vont peut-être foncer, ceux qui ont la possibilité de faire du télétravail. Bien entendu, il y en a d'autres qui ne pourront pas. Mais voilà, il y aura en tout cas ce grand changement qui est en train de s'amorcer. Là, vous avez toute une panoplie hein, d'articles hein, sur Internet donc, qui vous expliquent que de nombreux restaurants pourraient faire faillite. Hein. Là, vous avez un restaurant indépendant sur deux craint de faire faillite. Et vous avez donc Philippe Etchebest qui est très inquiet et qui prédit beaucoup de faillites.